Bonjour et bienvenue les acharnés du WRC, on se retrouve avec Guillaume, on va débriefer avec Guillaume le rallye de Finlande. Avant toute chose, comment vas-tu Guillaume? Eh ben écoute, ça va pas mal du tout. Le soleil est revenu, la chaleur aussi. On a pu profiter d'un magnifique Grand Prix de Finlande, on pourrait même dire, le week-end dernier. Et donc hâte d'en discuter avec toi. Alors déjà je fais un coucou à tous les gens qui nous saluent, tous les gens qui nous font des commentaires. On a bien noté le dernier commentaire qui nous avait dit que le son, c'était pas tout à fait ça. Guillaume a mis un casque, moi j'ai mis le micro aussi, mais pour être honnête avec vous, on n'est pas dans la même région et on fait ça via une plateforme de réunion. Donc c'est un peu les aléas des connexions Internet, mais on va essayer dans les prochains mois de faire un petit peu mieux. Je vais investir sur du matos, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu le son, j'ai essayé de le retravailler. On part direction la Finlande, les spéciales super rapides du rallye de Finlande. Alors, ça a été le rallye le plus rapide depuis que l'ère moderne est arrivée, même avant. Avant toute chose, on va faire le récapitulatif du classement général. Victoire de Kalle Rovanperä enfin chez lui, qui est en train de vaincre le cygne indien. Il a vaincu d'ailleurs. Seconde place pour Katsuta, troisième Ogier, quatrième Evans, cinquième Pajari, sixième Neuville, septième McCurlin, huitième Sex, neuvième Munster, dixième Tanak, onzième Koronen, douzième Latvala. Alors, c'est Toyota qui gagne, qui fait un quintuplé en rallye 1, qui fait le doublé en rallye 2. On va revenir sur ces têtes à fait parce que c'est un gros coup de massue sur Hyundai. Mais moi, j'ai une question qui me travaille depuis ce rallye. J'en ai parlé avec Michel, j'en ai parlé avec Jérémy, je vais en parler avec toi. Ça crève que chez Hyundai. Ford, ça crève pas. Toyota, ça crève pas. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a 2 crevaisons pour Fourmeau, une pour Neuville. Il me semble que Tanak en a eu une aussi en fin de spécial. Voilà pour le stage, ouais. Alors moi j'ai un doute. Est-ce qu'il roule avec les mêmes pressions? Parce que tu crèves au Kenya, d'accord. Que tu crèves en Finlande, c'est une chose, mais que tu sois la seule équipe à crever en Finlande, est-ce que tu roules peut-être pas trop bas en pression? Est-ce qu'ils sont les mêmes pressions selon toi par rapport aux équipes, oui ou non? Parce que c'est quand même un petit peu bizarre que seul Hyundai crève, pas Ford et pas Toyota. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, alors déjà je vais juste commencer par remercier effectivement les personnes qui nous donnent des commentaires, des avis. On échange pas mal là notamment les 2 dernières vidéos qu'on a pu faire sur le débrief de l'Estonie et puis sur la première demi-saison, le petit récap qu'on a pu faire, nos notes, nos avis, et ça c'était vraiment sympa de pouvoir discuter derrière. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir également si vous l'avez pas encore vu, parce que ça donne un petit peu un avis, un avant-goût avant ce rallye de Finlande. Et puis pour revenir là-dessus, moi j'avais déjà une première petite question à te poser, un petit quiz pour toi, nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Est-ce que tu sais à quand remonte le dernier quintuplé en WRC? Alors déjà, il faut qu'il y ait une équipe qui avait 5 voitures engagées. Ouais. Donc, une équipe qui avait 5 voitures engagées, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ça doit être peut-être Toyota. Il y a peut-être eu Peugeot à un moment donné. Non, ça remonte même à beaucoup plus loin. Je vais enlever tout suspense. Ça remonte à l'année 1990. Alors si je me trompe pas, hein, à l'année 1990 avec Lancia au Rallye du Portugal, qui avait effectivement 5 voitures engagées, donc 3 officielles, je pense, et puis une ou deux des importateurs locaux. Et donc voilà, ça fait un petit moment, presque. Allez, on va dire 35 ans qu'il n'y a pas eu de, enfin 35 ans tout pile d'ailleurs, qu'il n'y avait pas eu de quintuplé en rallye. Donc voilà pour la petite histoire. Donc c'est effectivement une vraie domination qui a eu lieu par Toyota ce week-end, et notamment dû au fait qu'il y a eu ces crevaisons qui ont extrêmement pénalisé le clan Hyundai. Tu l'as mentionné, plusieurs crevaisons donc pour Neuville et Fourmeau, et apparemment dans la même corde, sur le même virage, des crevaisons qui arrivent assez loin de la spéciale, donc de la fin de la spéciale, pardon. Ils s'arrêtent pas, ils continuent parce que c'est un terrain qui est quand même beaucoup moins abrasif
est beaucoup moins piégeux, cassant que sur les autres rallyes. Hein. On se rappelle qu'il y a quelques rallyes, c'était arrivé également à Fourmeaux, et il avait continué, il avait tout simplement tout cassé. Mais là, en Finlande, c'est plus possible, notamment on a vu que les pneus sont très très vite échappés de la jante justement, et qui roulaient sur la jante et qu'il n'y avait pas forcément de dégâts cosmétiques et matériels qui étaient faits autour de la roue. Alors pour répondre à ta question, en termes de pression, pour moi, il n'y a pas de pression minimale à respecter en rallye, ce qui n'est pas le cas dans d'autres championnats, et notamment pour nos amis qui suivent l'endurance et le WEC. J'en profite pour faire un grand coucou à nos amis d'Endurance Live qui font un boulot monstre et excellent sur les débriefs pareil des manches de championnat du monde. Sur la dernière manche, il y a Jota notamment qui a eu une pénalité parce qu'ils étaient partis avec des pressions trop basses. Donc pourquoi partir avec des pressions trop basses? Parce que tout simplement le pneu il chauffe en fonctionnement, et le fait de partir avec une pression un peu plus basse, ça permet d'améliorer le grip, puisqu'on a un peu plus de surface de frottement, le pneu est un peu plus, on va dire, ratatiné sur le sol, donc on a plus de surface de contact, on a plus de motricité. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit sous-gonflé, parce qu'à ce moment-là, on perd de la puissance, hein, parce que c'est comme si vous roulez avec un vélo avec des pneus dégonflés, et vous n'allez pas avancer, alors que si vous les gonflez juste bien, vous allez avoir une performance optimale. Et donc en fait, cette performance optimale, cette pression optimale, il faut l'avoir en milieu de spécial et sur la majorité de la spéciale. Donc quand on part avec des pressions basses, ça veut dire qu'on va faire chauffer le pneu sur les premiers kilomètres pour atteindre cette pression optimale. Et ensuite, ne pas la dépasser, puisque si on la dépasse, le pneu commence à chauffer et il va se détériorer de manière extrêmement importante. Donc le fait de partir avec des pressions basses, voilà, comme tu l'as dit, ça permet d'améliorer la motricité, d'améliorer l'adhérence. Mais par contre, effectivement, il y a plus de risques de crevaison, puisqu'il y a plus de contact, donc plus de possibilités que le pneu il bouge en fait sur la jante, que le moindre petit caillou, la moindre corde en fait puisse faire une sorte de déjantage en fait, si on peut parler comme ça, et donc que l'air s'échappe du pneu et qu'on arrive sur un pneu dégonflé tout simplement, ou alors une vraie crevaison, ce qui a été le cas des Hyundai notamment. Alors, est-ce que c'est uniquement les pressions? Je pense pas. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent depuis le début de l'année. Hein. C'est pas que sur ce rallye-là, et d'ailleurs Thierry Neuville l'a bien rappelé, il doit rien être. Alors, je sais pas s'il a exagéré, j'ai pas compté, mais ça m'a pas choqué quand il a dit qu'il était à 12-13 crevaisons sur le début de la saison. Et effectivement, il y a d'autres critères, d'autres paramètres qui rentrent en jeu sur les pneus. Il peut y avoir aussi les suspensions. On a vu notamment qu'une des évolutions qui a été amenée par Hyundai sur les derniers rallyes, c'est qu'ils ont réduit l'angle d'inclinaison des suspensions, puisque avant ils avaient des suspensions qui étaient vraiment très inclinées. Donc là par exemple, pour ceux qui nous regardent sur YouTube et pour ceux qui nous écoutent, donc le point d'ancrage haut de l'amortisseur était décalé dans la partie de la longueur de la voiture par rapport au point d'ancrage bas qui est le moyeu de la roue, et on avait une inclinaison, alors que les Toyota roulent avec un amortisseur qui est beaucoup plus droit. Et de fait, en fait, il y a des contraintes qui sont différentes, il y a des avantages, des inconvénients à chaque solution, mais Hyundai était parti sur ce schéma avec un angle beaucoup plus important. Et ça peut avoir un impact très clairement sur l'utilisation du pneu, sur son optimisation, sur tout simplement comment ça se passe, comment le pneu il chauffe, comment le pneu il se comporte par rapport à la route et par rapport aux obstacles qu'il peut y avoir sur la route, et je pencherais plutôt pour ce type de problématiques et de critères, parce que tout simplement, comme on l'a dit, une pression, c'est quand même, les ingénieurs qu'il y a là-bas, et c'est des gens qui sont extrêmement compétents, très expérimentés. On a vu un Gérard de Jong qui était avec Ogier chez Volkswagen pendant des années, et qui a tous les titres qu'il a pu glaner avec cette équipe-là. Il y a plein d'autres ingénieurs de très grande qualité chez Hyundai, et on ne peut pas imaginer qu'ils n'aient pas solutionné ce problème si c'était uniquement un problème de pression. Donc je pense que le mal est un peu plus profond, et qui sont en train d'essayer de mettre le doigt dessus, notamment en réduisant cet angle de la suspension, mais ça passe par des évolutions et potentiellement des jokers à utiliser sur les homologations.
moi, je posais la question parce que c'est vrai que quand tu regardes d'un œil d'un amateur comme je le suis, bon, averti parce que je regarde le WRC, que tout le monde crève, c'est un fait, mais quand tu n'as qu'une seule équipe qui crève, tu essayes de trouver une explication. Donc, moi, je me suis dit, c'est peut-être la pression, parce que c'est la première chose que tu penses lorsque tu vois un pneu qui crève. Tu te dis, soit tu es sous-gonflé, soit tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, comme la suspension. Je n'avais pas je n'avais pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que on a cherché une explication de savoir pourquoi Hyundai, seule équipe qui crevait, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, bah ça vous pouvez regarder, hein, c'est assez flagrant et encore plus avec les hauteurs de caisse qu'ils ont en Finlande, qui sont extrêmement importantes. Ou sinon, vous regardez des images de la Sardaigne, de l'Acropole, puisque là aussi les hauteurs de caisse sont extrêmement hautes, et vous voyez très clairement cette différence d'angulation de l'amortisseur et de la suspension, notamment à l'arrière, mais également à l'avant. La différence, elle est flagrante entre la Toyota et la Hyundai. On va faire le débrief équipe par équipe, donc Toyota, Hyundai, M-Sport, Ford, et puis après on parlera du WRC2. Je vais te poser, comme c'est de tradition, quel a été ton avis global sur ce rallye? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce rallye de Finlande, hormis le quintuplé de Toyota qui, on va revenir, écrase un petit peu, met un gros coup sur la tête de Hyundai? Bah, je dirais que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Là, honnêtement, je suis un peu dépassé. Voilà, pourquoi Kalle Rovanperä d'un coup se retrouve autant à la fête et autant devant, comparé à tout le reste de la saison, comparé à un rallye d'Estonie il y a 15 jours sur des terrains assez similaires où il n'a pas du tout été dans le match, et là il arrive. Honnêtement, j'ai du mal. Je comprends pas. Est-ce que c'est pas l'état de grâce d'un pilote? C'est-à-dire, les Canaries, le mec, il était sur. Bon, ok, il y avait une différence entre Hyundai et entre Toyota et Hyundai, on l'a très bien compris sur l'asphalte, mais Rovanperä était là et le reste du plateau était là. Et là, j'ai l'impression que ça a été un peu la même chose sur la Finlande. C'est-à-dire que quand il met le doigt sur un réglage et qu'il est en état de grâce, il est tout bonnement intouchable. Oui, mais pourquoi cet état de grâce et ces réglages-là, ils les avaient pas en Finlande? La seule chose, la seule chose, c'est est-ce que Solberg a effectivement mis, lui, pour le coup, le doigt sur des réglages qui ont aussi aidé par la suite Rovanperä? J'ai entendu qu'effectivement il y a eu quelques jours de tests qui avaient été faits post-Estonie pour tester, et notamment Ogier en a parlé en début de rallye, qu'ils essayaient d'aller dans la direction qui avait été trouvée par Oliver Solberg. Apparemment, lui, ça lui a pas convenu. Kalle Rovanperä, même au début de rallye, disait qu'il n'était pas forcément ultra confortable, mais force est de constater que les temps étaient là, que Paджari est aussi revenu un peu sur le devant de la scène. Là, je mettrai plus sur le compte justement du fait de devoir délivrer, justement, de devoir faire des chronos. Plutôt, et surtout d'être sur un terrain qu'il connaît particulièrement bien, plutôt que sur les réglages. Mais effectivement, j'ai énormément de mal à comprendre la performance de Kalle Rovanperä, qu'on ne peut que saluer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être la fin de saison? Ça promet d'être assez dantesque. Et est-ce que Rovanperä va être encore une fois dans cet état de grâce sur le reste de la saison, ou est-ce que ça va être un one-shot comme ça l'a été aux Canaries, puisqu'on se rappelle de ce qu'on s'était dit? Ah, ça y est, c'est bon, il a compris le fonctionnement des pneus. Il va pouvoir écraser la concurrence comme il l'a fait à ses plus belles années. Et puis derrière, ça refait flop. Donc voilà, là, il y a un mois jusqu'au Paraguay. Il sera encore dans une position sur la route qui sera beaucoup moins favorable pour le coup, mais qui sera encore derrière Evans. Donc je m'avancerai à aucun pronostic concernant Kalle Rovanperä parce que je comprends pas. Allez, on y va. On va parler de Toyota. Toyota, voilà, quintuplé en rallye 1. Doublé en WRC2, c'est l'équipe qui a écrasé un petit peu le rallye, mais plus loin que ça, on va parler des pilotes de la rallye 1. Rovanperä stratosphérique, Katsuta qui sort un rallye absolument magnifique, pas d'erreur, il a été performant, moi j'y croyais pas, moi je me suis dit il va se mettre dans les arbres à un moment donné, c'est pas possible, tu vois, je suis pas...
Ogier, il a fait du jeu Ogier, c'est-à-dire un pilote très solide, très rapide, il se met en scène pour le titre. Evans, moi je l'ai trouvé plutôt bon. Il a joué, il a même été très très vite dans le premier passage, par exemple d'Olimpoya où il fait le scratch. Pajari qui enfin a montré de belles choses, il a commencé à faire des scratchs. J'ai l'impression que ça partait dans tous les sens dans chaque spécial. Il y en avait un qui faisait une grosse paire dans chaque spécial, hormis Rovanperä. Moi j'ai trouvé que la performance de Toyota était stratosphérique sur ce rallye. Ils étaient à domicile, mais bon, c'est stratosphérique. Qu'est-ce que toi t'as pensé des pilotes et de l'ensemble? Eh ben, je vais être assez d'accord avec toi. Hein. Si Kalle Rovanperä, on va pas épiloguer. Hein. Très très grosse performance du début à la fin, un quasi sans faute. Même lui a eu une crevaison sur une fin de spéciale où pour le coup lui il avait tapé quelque chose. Hein. On a vu qu'il y avait un vrai impact sur la jante, ce qui a fait justement dégonfler le pneu et une sorte de crevaison lente. Mais sinon ça a été un sans faute. Hein. Et puis carton plein, le Super Sunday, la Power Stage. Il se remet clairement dans le match pour le titre. Même bien plus que remis dans le match, hein. Il est redevenu un des favoris pour le titre. Et puis je bascule directement sur Ogier avec la bonne nouvelle, j'allais dire, du week-end. Alors pour ceux qui, voilà, on sait que c'est quelqu'un qui est clivant, qui voilà, mais moi je suis content de savoir qu'il va aller au bout, qu'il va tenter sa chance pour le 9e titre, et hâte de voir ce que ça va donner. Après, en termes de performance sur ce rallye de Finlande, je pense qu'il a manqué, il a pâti du fait que pour le coup il n'était pas en Estonie, donc ça le dessert pour le championnat, mais encore plus là pour être tout de suite dans le rythme sur le rallye de Finlande. On a vu que la première journée a été particulièrement compliquée pour lui. Il avait une position aussi sur la route qui était quand même pas très avantageuse, hein, notamment par rapport à Kalle Rovanperä puisqu'il partait devant lui sur la route. Mais ouais, comme tu dis, il a fait du Ogier. Alors il a quand même eu quelques chaleurs. Hein. J'ai vu un résumé et il y a quand même 2-3. Ouais. Il y a au moins 2 endroits où il sort un peu large et ça peut être un peu catastrophique. Mais content de le voir repartir à la chasse et ça promet. Ouais. D'ailleurs, je reviens là-dessus. Il a été beau joueur parce qu'il a dit qu'il avait été au maximum de ce qu'il pouvait. Il manquait juste le petit truc qu'il n'arrivait pas à enclencher pour être encore au niveau des autres. Donc il avouait qu'il était à son maximum et qu'il lui manquait quelque chose. Et voilà. Puis c'est bien qu'il soit dans la course au titre, mais moi tu sais que j'ai un gros faible pour Elfyn Evans, donc je préférais qu'il n'y aille pas, tu vois. Je préférais qu'il dise bon, moi je pars en vacances, c'est bon, tu vois. Voilà. Effectivement, on peut rebasculer directement sur le pilote gallois justement et qui a fait un rallye. Voilà, encore une fois, mi figue mi raisin, ça fait quelques rallyes. Il fait l'épicier là depuis quelques temps. Il récupère quelques beaux points quand même, mais essentiellement dû encore une fois pas à l'abandon, mais aux contre-performances des Hyundai. Et on peut, je voulais saluer aussi Mathieu là qui nous a fait un petit commentaire de savoir pourquoi est-ce qu'il était toujours quasiment le mal-aimé de chez Toyota. Et moi, je veux dire que je suis pas tout à fait d'accord avec ce terme mal-aimé. Certes, il n'est pas aidé chez Toyota et on peut que les applaudir. Il n'y a jamais eu de consigne d'équipe. Il n'y en a encore pas eu sur ce rallye. On voit que Katsuta voilà, est clairement le poil à gratter entre Rovanperä et Ogier pour le titre pour jouer le championnat. Il aurait pu laisser passer Ogier, il aurait pu laisser passer Evans, mais bon, d'un autre côté, on va pas lui demander de laisser échapper un podium. Mais en tout cas, ça promet une sacrée bagarre entre les trois pour le championnat. Alors, moi, je dirais pas mal aimé. Je dis que ça va avec le personnage. C'est un personnage qui est qui pas très expressif, qui est toujours un petit peu dans son coin. Moi, je trouve que voilà, il est comme il est. Il change pas sa personnalité. C'est quelqu'un qui est pas très expressif. Moi, je dirais pas qu'il est mal aimé, mais c'est vrai que c'est peut-être moins c'est pas un Solberg au point stop non plus, quoi. Il dit ce qu'il a à dire et puis il est pas tout à fait. Voilà.
Mais moi, Tout j'aime à beaucoup fait, le personnage. J'adore le personnage. mais je dirais, voilà, moi non plus, j'étais pas d'accord avec Mal-Aimé, mais je pense que c'est surtout le fait qu'il est chez Toyota et qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une politique où il n'y a pas de consigne d'équipe. Latvala était bien occupé, bah justement, tu vois, on a eu la même idée de le mettre derrière, était bien occupé par son rallye en rallye 2, et donc il n'y a pas eu de consigne, et on peut que les applaudir pour ça, parce que ça s'est battu du début à la fin, et en plus ça a payé avec ce quintuplé. Et puis bah, pour terminer, Padjari qui a fait un rallye, j'allais dire, assez solide, mais qui pour le coup est un peu décevant parce que sur un rallye comme la Finlande, moi je l'aurais aimé quand même un peu plus performant que Katsuta. Même si, encore une fois, le japonais, bah, il nous fait un peu mentir par rapport à ce qu'on avait dit sur les épisodes précédents. Ben, là, ça aurait pu être un rallye qui gagne quasi à la régulière parce que à part Rovanperä, bon, il y avait encore ces mésaventures de Hyundai, hein, mais ça aurait pu être un rallye qui gagne quasiment à la régulière. Mais bon, voilà. Rovanperä, un peu comme Katsuta, un peu comme Rovanperä sur courant alternatif. On l'avait laissé en Estonie grincheux et hors du coup. Là, souriant, étant content de ce qu'il faisait, et puis la sortie franchement des spéciales avec des chronos, franchement fallait les sortir. Ouais, mais encore une fois, comme s'il était libéré de cette pression d'être la troisième voiture qui marque des points, parce qu'il y avait Ogier, et du coup, voilà, il avait, je pense, carte blanche, et il s'est donné carte blanche pour tout ça, et ça a plutôt bien matché. Donc. Mais on le sait, c'est ce qu'on avait dit aussi précédemment, c'est que c'est un coup par-ci par-là sur un rallye, et puis l'autre rallye, bah, finalement ça passera pas, et ça va finir dans les arbres. Donc ouais, moi je reste sur mon avis que malheureusement à la régulière il pourra prétendre à voilà une troisième place, une deuxième place quand il fait un rallye parfait et qu'il y a un peu de grabuge devant, mais de là à gagner, je pense qu'il faut beaucoup de circonstances. On va parler de Hyundai, et ça a été un gros coup de massue pour Hyundai, hein, fatalement. Mais je vais te lancer sur un truc parce que Thierry Neuville a dit quelque chose pendant le rallye. Je voudrais avoir ton avis. Il a dit certaines spéciales, c'est vite, trop vite, trop vite. C'est juste de la prise de risque, c'est même plus du pilotage. Qu'est-ce que toi tu as pensé de ce rallye de Finlande? Est-ce que c'est vraiment devenu trop rapide? Ah bah j'ai commencé par dire que c'était le Grand Prix de Finlande, donc oui, c'est sûr qu'il y a Thierry Neuville qui l'a dit, mais pas que. On a entendu un Sébastien Ogier qui a dit que ouais ça va trop vite. Enfin oui, et comme tu le disais, c'est uniquement de la prise de risque. C'est pas forcément du pilotage, c'est pas de la performance de la voiture, c'est de la prise de risque, c'est de se dire allez, j'essaye d'en avoir des plus grosses que mes collègues, et là je lâche un peu moins. Aujourd'hui, les autos, elles le permettent d'aller aussi vite. On voit qu'il y a assez peu de défaillances mécaniques, que les jumps et les appuis qu'ils peuvent prendre, bah, ils les prennent sereinement. Il y a pas trop de risques à ce niveau-là. On n'a pas vu de voiture qui s'envole dans les arbres. Mais oui, à ces vitesses-là, si jamais il y a le moindre souci technique ou la moindre erreur, ça peut être assez dramatique. C'est pour ça qu'il y avait eu ces chicanes qui étaient là pour casser les vitesses aussi de temps en temps. Quoi faire d'autre, je sais pas trop, hein, mais c'est sûr qu'avec cet aéro, avec la puissance des moteurs qui même elle est pas très importante, hein, quand même par rapport à ce qu'on avait pu connaître dans le passé, mais il y a une telle évolution à tous les niveaux, sur les trains roulants, sur les suspensions, sur l'aéro justement, que les passages les vitesses en courbe. C'est déconnant, c'est sûr que c'est là-dessus qu'ils gagnent de la vitesse moyenne sur la spéciale. C'est pas sur la vitesse de pointe, hein, c'est vraiment sur les passages en courbe, sur les freinages qui sont de plus en plus retardés, qui sont de plus en plus puissants. Et c'est pour ça que ça va plus vite. La vitesse moyenne est plus élevée. De là à dire que c'est plus dangereux, je suis pas certain. Juste, je rebondis vite. Hein. Les chicanes, oui. Mais des chicanes virtuelles, non, c'est de la merde. Je le dis. Je sais pas si tu as vu dimanche ce que c'était. C'est incompréhensible. T'as une voiture qui freine, les mecs ils attendent, ils repartent, personne fait la même chose. Enfin, c'est nul. Bon, on y va.
on va parler de Hyundai. Thierry Neuville, malchanceux parce qu'il crève, mais il fait un rallye solide, tout comme Fourmeau qui crève, malchanceux, il fait un rallye solide. Tanak, il joue, il perd parce qu'il sort de la route, il tape dans un arbre et il s'en sort bien parce qu'il casse pas tant de choses que ça. Moi, je vais mettre de côté un petit peu l'embrouille qu'il y a eu avec un commissaire parce que j'y étais pas, j'ai pas vu les images, tout le monde sort la sienne. Moi, je dis que voilà, les pilotes, des fois, ils réagissent un petit peu à chaud. On va pas trop parler de ça. Peut-être que toi, tu voudras en parler, mais moi, j'y étais pas. Donc, parce que moi, j'ai vu dépasser des messages sur Internet, ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. Hein. On lui tape dessus, il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. Bon, bref, on n'y était pas. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de l'ambiance, de la performance globale de Hyundai et pilote per pilote, qu'est-ce que tu en as pensé, pardon? Ah bah que globalement c'était un rallye plutôt intéressant jusqu'à ce que les problèmes arrivent. Non, c'est sûr qu'en termes de performance ils étaient quand même bien. Honnêtement, les trois pilotes, Tanak, Neuville, Fourmeau, ils font des... Ah, on n'a plus de son. Non, pas du tout. Je pense que ton casque a sauté. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est parfait. Ah voilà, c'est revenu. Pardon, désolé à toutes et à tous. Là, j'ai eu un petit souci. Oui, donc je disais, Hyundai a fait pour moi, c'était un rallye très très intéressant, des performances solides des trois pilotes de pointe. Et puis malheureusement, on va pas épiloguer là-dessus non plus. Ces problèmes de crevaison qui ont tout simplement ruiné le rallye de Neuville et de Fourmeau, et puis l'erreur de Tanak qui survient aussi sur un gauche-droite où il perd l'arrière sur le virage à gauche, et puis il n'arrive pas à redresser à temps pour le virage à droite, et puis il va taper pas vite, mais quand même assez fort dans l'arbre. Je pense qu'il doit faire du 80 à 0 km/h en assez peu de temps. Il endommage l'avant de sa voiture, il repart tant bien que mal. La voiture n'a pas l'air trop endommagée, au niveau du système de refroidissement notamment. Ils font des réparations un petit peu à la va-vite sur un routier, et puis comme tu l'as dit, sur un contrôle de pneus en fin de spéciale. Apparemment, ils voient la température du moteur qui s'élève. Il faut qu'il roule, il faut qu'il reparte pour abaisser cette température, justement, faire rentrer de l'air frais. Et il accroche le commissaire qui avait apparemment pas forcément fini son opération. Je pense que l'avant de la voiture était bien endommagé, qu'il y avait des parties de carbone aussi qui étaient un peu apparentes, vives, et qui ont accroché ce malheureux commissaire. Si j'ai bien compris, ça lui a entaillé un petit peu le genou, mais j'ai pas vu de choses autres que ça. Oui, c'est une erreur de sa part. C'est clairement une erreur. On peut que le blâmer pour ça. Il y a des commissaires, il y a et que ce soit sur un circuit ou sur les rallyes, les commissaires, ils sont là, en général, ils donnent de leur temps, ils sont bénévoles, ils sont pas là pour risquer leur vie et pour se faire abîmer. Donc oui, c'est une erreur de sa part. Les 5 minutes de pénalité, elles sont, je pense, justifiées. Et après, 35 points de suspension, 35 points à enlever de son total si jamais il récidive, là, je pense que c'est pareil, c'est plutôt pour faire un cas d'école plutôt que quoi que ce soit, parce que je suis pas certain que ça puisse réarriver très rapidement. Bref, voilà. Alors, j'ai une question un petit peu la même que beaucoup d'internautes. Peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer. Deuxième passage Power Stage de Onupoya, Fourmeau crève. Il termine pas la spéciale. Il y a eu énormément de questions là-dessus. Moi, je me pose des questions. Alors, selon toi, est-ce que ça a été pour préserver la voiture? Est-ce qu'il y avait un point de règlement qui dit que sortir la spéciale, peut-être que c'était mieux? Ou est-ce que tu penses, toi, que c'est pour laisser passer Tanak récupérer quelques points dans l'optique du championnat pilote? Parce que, en fait, cette sortie est vraiment très bizarre. Oui, il y a plusieurs choses. Alors, c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas de raison technique valable. Et encore une fois, je suis pas dans les petits papiers de chez Hyundai. On fait que des supputations, mais je pense pas qu'il y ait une raison vraiment technique du fait de ne pas pouvoir rejoindre le point stop. Par contre, réglementairement parlant, effectivement, le fait d'abandonner le rallye fait qu'il va pouvoir changer des pièces sur la voiture sans, par exemple, un moteur, typiquement, ou d'autres pièces de transmission, sans potentiellement prendre de pénalités et que ça rentre dans un quota de pièces.
de ce qui me semble. Hein. Je n'ai pas relu dans les détails les règlements de la FIA de cette année, mais il y a cet aspect-là. Après, la deuxième possibilité que tu évoques, c'est qu'il a voulu laisser un point à Tanak qui finit 10e plutôt que 11e. Faire preuve de bonne volonté auprès de Hyundai, puisque Tanak, ça reste le seul pilote qui a vraiment une réelle chance d'être champion encore. Ça m'étonnerait pas, mais je penserais plutôt pour la première option qui est, enfin, c'est un mix des deux, je pense, de toute façon. Ouais. D'accord. Ouais. On va parler de M-Sport parce qu'il nous reste très peu de temps sur l'émission. On va revenir sur le WRC2 aussi parce que je sais que tu as un impératif juste derrière. C'est déjà très gentil d'être avec nous ce soir. M-Sport, tu sais, apparemment, le règlement est figé pour 2026. On va repartir pareil, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. Et ma première réaction, c'est putain, qu'est-ce que ça va être long pour eux. Pas que, mais j'ai de la peine. J'ai vraiment de la peine pour M-Sport parce que, à part McCurling et Sex aussi, qui a été un petit peu en dents de scie cette saison, c'était son dernier rallye, peut-être l'Arabie Saoudite, il va essayer de le faire. Et qu'est-ce que ça va être long parce que là, la voiture est dépassée très clairement, les moyens ne sont pas les mêmes, on le sait, on ne fait que le répéter, mais là, une fois de plus, ça a été flagrant sur ce rallye de Finlande, c'était 1 seconde, voire peut-être même plus au kilomètre. Qu'est-ce que tu as pensé de M-Sport, toi? Que malheureusement, c'est la descente un peu aux enfers qui continue pour eux, hein, comme tu l'as dit, ça va être très long. Et à part geler complètement les Toyota et les Hyundai, et encore, il faudrait arriver à combler le gap qui s'est creusé là depuis le début de l'année. Mais sinon, je vois pas comment ça peut aller mieux pour M-Sport. Alors, à part avoir un vrai gros soutien à l'intersaison de Ford et qui retravaille énormément sur la voiture, qui retravaille sur le moteur, qui refasse de l'aéro, et encore une fois, dans la limite de toutes les évolutions qui sont autorisées, des jokers qui leur restent à leur disposition pour avoir une nouvelle homologation ou amener des nouveautés. Mais sinon, ça va être compliqué. Et encore une fois, tu vois, Cesc, justement, on espérait le voir un peu plus à la fête, mais même pas. Dans les feuilles de temps, c'est loin. Et même sur chacune des spéciales prises indépendamment, je te parle pas d'un classement général. Et surtout, la problématique, c'est que l'année prochaine, même une jeune pousse, un talent brut qui voudrait montrer de quoi il est capable en rallye 1, je suis même pas certain qu'il puisse qu'il veuille aller chez Ford parce que le gap il est trop important. Et à part gagner de l'expérience sur ses voitures rallye 1 et sur les manches du WRC, c'est pas là où il va montrer une vraie perfo. Et il vaut mieux essayer de monter quelque chose avec potentiellement une Toyota ou une Hyundai privée s'ils arrivent à en avoir une, plutôt qu'avec la Ford. Et tu vois, ça me fait penser aussi au grand débat qu'il y a eu pendant toute l'intersaison et même sur la fin de saison dernière. Est-ce que Adrien Fourmeau doit partir de chez M-Sport, où il est le pilote leader, où il va être la tête de proue, ou alors est-ce qu'il doit aller être en 3e pilote chez Hyundai? Force est de constater qu'il a fait sacrément le bon choix parce que certes, pour le moment, il n'a pas encore gagné de rallye chez Hyundai. Potentiellement, il va faire face à des consignes d'équipe pour aider Tanak sur la fin de saison si jamais il y a quoi que ce soit qui est encore jouable. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il s'éclate beaucoup plus. Il apprend énormément plus, malgré encore une fois toutes les petites erreurs et les bêtises qu'il a pu faire. Mais ça fait partie de son apprentissage et d'un apprentissage qu'il n'aurait certainement pas eu s'il était resté chez M-Sport. Je vais te poser une petite question, une dernière sur M-Sport. Est-ce que c'est pas aussi la fin d'un système économique qui était basé sur, en fait, t'as Ford qui se casse très clairement du côté du Rally Raid maintenant, qui va mettre énormément d'argent. On voit que la Ford Fiesta Rally 2 a quasiment disparu des plateaux mondiaux, même en URC, il y en a très peu. Écoute, on met tout ce qu'on peut sur la Rallye 1 sans apport. Est-ce que c'est pas la fin aussi d'un modèle économique pour M-Sport? Est-ce qu'il n'est pas temps pour eux de réfléchir? Parce que c'est vrai que au fur et à mesure, le gap est devenu de plus en plus important avec Hyundai et Toyota. Et on voit que même leur programme Rallye 2, il en pâtit parce qu'ils peuvent pas mettre tous les budgets de partout et que ça devient de plus en plus difficile pour eux, quoi. Oui, c'est certain, je suis entièrement d'accord. Et je pense que, comme tu le dis, c'est vraiment à contre-cœur, mais petit à petit, on va être obligé d'abandonner
le WRC tout simplement et rebasculer sur le Rally Raid parce que là il semble y avoir un vrai apport de Ford et encore ça va être à voir avec l'implication en endurance qui a été annoncée aussi de la part de Ford. Donc non, ouais, je vois assez mal. Et puis même si en 2027 on part effectivement sur une réglementation en Rallye 2+, ben, il va falloir construire une voiture complète pour M-Sport. Donc est-ce qu'ils vont vouloir le faire? Est-ce qu'ils vont tenter de le faire? Est-ce qu'ils vont mettre les budgets? Parce que je pense que derrière, il y aurait de la demande, parce qu'on sait qu'ils sont quand même compétents sur des nouvelles réglementations. S'il y a des budgets de cap et autres, ils peuvent faire des choses très très intéressantes. Mais aujourd'hui, sur 2025 et 2026, ça va être très très compliqué, ça c'est certain. Bon, écoute, on a fait déjà une grosse partie de l'émission. Je vais te libérer rapidement. On va parler vite fait du Paraguay. Avant, une petite question. Tu penses que les grands champions sont éternels? Alors, ça dépend des disciplines, mais en sport auto, ils sont finlandais. Et enfin, en sport auto, ah bah oui. Oui. En sport auto, j'allais dire, le facteur de l'âge est un peu moins limitant que dans d'autres sports. Mais chapeau bas, monsieur Lasvala, quand même. Ah bah oui, très clairement. Je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'on l'a mis chacun sans se concerter dans notre image de fond d'écran, c'est qu'il a quand même fait une sacrée performance, ça c'est sûr. Parce qu'il avait quand même des jeunes loups avec les dents acérées. Il y avait Virves, il y avait Koronen, il y avait du monde qui le poussait. Et il était devant, il s'est battu avec les jeunes. Franchement, faut le faire quand même. Ah bah clairement. Et puis il avait une nouvelle copilote, puisque Juha Hänninen était retenu par d'autres obligations, donc il n'a pas pu être là. J'étais super frustré parce que le duo Hänninen-Latvala, à chaque fois, moi, j'aimais bien voir un petit peu les caméras embarquées et puis voir les points stop parce que c'était franchement un petit peu tic et tac. Hein. Ah ouais, c'était marrant. C'est sûr que là, pour le coup, ils sont vraiment là pour le fun. Mais ouais, chapeau, monsieur Latvala. Une belle deuxième place à quelques secondes, je crois, de la première place et puis surtout une vraie bagarre tout le long du rallye. Et puis on va dire que le fait en Rallye 2, bah, ça a été Solberg qui connaît un dur retour sur terre après sa performance éclatante en Estonie avec la Rallye 1. Et ben, on l'avait mentionné, nous a refait une Solberg, donc voilà. Peut-être qu'il ne faut plus qu'il roule en WRC2 et qu'il laisse le titre à Rossel. Moi, ça me va tout à fait, si c'est comme ça, qu'il y ait en Rallye 1. Ouais, mais là, pour le coup, je pense que avec l'annonce de Ogier qui va prendre la la 5e Toyota sur le reste de la saison, malheureusement, il va plus y en avoir pour Solberg pour refaire une pige et j'imagine qu'il va se concentrer à plein sur le titre WRC2. Mais ça a été encore une belle bagarre, ouais, effectivement. Allez, deux derniers trucs. Le Paraguay, c'est une nouvelle épreuve. Est-ce que Rovanperä peut doubler la mise à ton avis et qu'est-ce que selon toi il faut pour gagner là-bas? Alors Rovanperä, ça encore une fois, comme je t'ai dit, je ne vais pas m'avancer parce qu'il y a tellement des hauts et des très bas que ça va être compliqué. Le Paraguay en plus étant une toute nouvelle équation, une nouvelle destination, un nouveau rallye. Il semblerait de ce que j'ai entendu que ce soit un rallye qui puisse être très poussiéreux s'il fait sec, mais que la période à laquelle et donc du coup beaucoup de balayage, beaucoup de pénalités pour ceux qui ouvrent la route, hein, comme habituellement, pour Evans notamment, puisque lui il reprend la tête du championnat, mais il aurait peut-être pas voulu le faire sur ce rallye-là. Mais bon, après c'est pareil, que ce soit premier, deuxième, troisième, certes il y a un petit avantage, mais c'est pas ça qui va aller faire gagner 20 secondes par spécial. Mais il semblerait qu'à cette époque de l'année, il puisse également y avoir des pluies assez importantes et que pour le coup, ce soit une surface qui soit extrêmement glissante si elle est mouillée, en fonction du degré d'humidité, hein, bien évidemment, mais s'il y a des bonnes pluies, ça pourrait être très très glissant et là encore, d'autant plus pénaliser les personnes qui ouvrent sur la route. Donc je dirais que là, il faudrait plutôt compter, et moi je vais plutôt compter sur les Hyundai pour ce rallye-là, pour se battre vraiment devant, parce que c'est également leur dernière chance. Et tu vois, je te l'avais dit la dernière fois, Rovanperä, je pense que ça va être kamikaze et all-in sur la Finlande, histoire de rejouer le titre. Bah, là, pour le coup, Tanak, je le vois bien faire exactement la même chose.
avec la même réussite ou pas, ça je saurais pas dire, mais en tout cas, je miserais bien sur Tanak pour le Paraguay. Je te ferai pas l'affront cette fois-ci de demander un pronostic, parce que demander un pronostic sur une nouvelle épreuve, c'est un peu compliqué, ça relève de la magie. Ouais. Allez, deux dernières choses. Est-ce que tu as un cadeau ? Ouais, alors avant le cadeau, j'ai un petit quiz, un dernier petit quiz. Et là, pour le coup, on va mettre en jeu quelques petites récompenses. Donc oui, le petit cadeau qui arrive derrière, c'est pour annoncer l'ouverture très très prochaine de Auto Mini Racing. Et donc j'allais te demander qu'est-ce qui lie Juppe Korhonen et Kalle Rovanperä, à part avoir gagné le rallye de Finlande de cette année. Et je vous invite à mettre vos idées dans les commentaires. Et je réponds pas. Non, je te laisse réfléchir, mais tu peux mettre ton avis dans les commentaires et puis on verra ça. Et les bonnes réponses se verront offrir une entrée pour venir nous visiter sur l'exposition permanente de miniatures de sport auto. Et donc du coup, j'enchaîne directement, et tu vois, on a parlé un peu d'endurance, on a parlé de 24 heures du Mans, et notamment, alors c'est toujours la même problématique, j'ai du mal, voilà, comme ça on voit un peu mieux, l'Oreca 07 Rébellion Vaillante des 24 heures du Mans, avec le petit personnage de Michel Vaillant, qui pour le coup n'a pas conduit cette voiture, bien évidemment, puisque c'était Nelson Piquet, Daniel Hanson et Mathias Bech qui étaient au volant de cette numéro 13, qui était bien au départ des 24 heures du Mans. Et voilà, c'est typiquement ce type de miniature, de petites figurines un peu uniques que vous pourrez retrouver chez nous dès l'ouverture, qui est toute prochaine. On vous communiquera les dates. Donc pour cela, abonnez-vous à notre Facebook, notre Instagram. Et donnez-nous votre avis là justement sur le point commun entre Korhonen et Rovanperä, et comme ça on pourra s'amuser un peu. Mais c'est parfait aussi, donc on va profiter un petit peu et on se donne rendez-vous effectivement fin août pour le Paraguay et reparler d'une belle nouvelle aventure en terre sud-américaine. On fera une émission spéciale pour Auto Mini Racing, hein. Voilà, parce avec que plaisir. C'est un très beau projet qui te tient à cœur, et je pense que ça doit être assez fabuleux de voir toutes ces voitures exposées. J'ai une dernière chose à te demander. Je vais pas te demander de me dire au revoir en paraguayen. Je sais, voilà, mais en finlandais, tu sais dire ou pas ? En finlandais, non, je sais pas trop dire. Non, il parle tellement bien anglais qu'on n'avait pas l'occasion de parler trop finnois, et non, malheureusement non. Mais par contre, je pourrais peut-être avoir, alors c'est pas un paraguayen, mais peut-être avoir un sombrero à la place de la casquette la prochaine fois. Je te dis à très bientôt. Je te remercie une nouvelle fois de ta présence, de tes arguments et de ton éclairage. Et tu sais, cette émission, ça a été un petit peu pour moi comme Onimpoya, qui a été raccourcie, trop courte. Dommage. Mais voilà, écoute, je te remercie, je te libère. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, et puis on continue en discussion justement sur les commentaires. Suivez-nous, partagez, et puis à très vite pour parler de WRC. Allez, à très bientôt, ciao. Bon été, ciao. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.
so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.